Bonjour à tous et toutes. Alors, je suis vraiment enthousiaste de vous d'aborder le sujet suivant, qui est le rétablissement et vraiment de qu'est-ce que ça veut dire d'être psychologiquement prêt ou prête à reprendre le sport après une commotion cérébrale. Alors, on a seulement 10 minutes, alors je vais garder ça très précis et court. Alors, le premier objectif de la journée, c'est vraiment d'élargir l'idée de ce que signifie être prête ou prêt à reprendre le sport. Et le deuxième objectif, j'espère pouvoir créer un point de départ pour faire progresser la précision clinique et les priorités de recherche. Son intérêt a apparu lorsque j'ai subi une commotion cérébrale. À l'époque, je travaillais en tant que physio dans une clinique de médecine sportive universitaire. Alors, je connaissais les lignes directrices, alors j'ai progressé à travers chaque étape jusqu'à temps que j'étais rétablie pour pouvoir revenir à la compétition. Et j'étais super content de revenir prendre le vélo à nouveau. Mais lorsque j'ai essayé de perdre cette course, c'était impossible pour moi de descendre cette piste qui s'appelle Bone Shaker. Alors, même si j'étais rétablie physiquement, on passe à travers une stratégie pour pouvoir augmenter l'intensité, la durée, la complexité de l'exercice. Et les athlètes passent à travers de chaque stade, autant qu'il n'y a pas de symptômes qui s'empirent. Alors, chaque stade peut prendre plus de 24 heures. Une fois qu'on a résolu les différents symptômes, on regarde par exemple l'équilibre, entre autres. Mais avant de reprendre le sport, ils font toute une pratique complète de sport. Alors, ils vont bâtir votre confiance et les entraîneurs et entraîneurs sont capables d'évaluer les compétences. Mais les lignes directrices ne définissent pas la confiance, comment le mesurer et comment le rétablir. Alors, l'hypothèse ici, la préparation mentale et physique ont lieu en parallèle. Mais qu'est-ce qui se passe si ce n'est pas le cas? C'est vraiment flou, cette notion d'état de préparation psychologique. Alors, il n'y a pas une définition. Et ça, c'est vraiment le défi. Alors, il y a tellement de composantes qui font partie de cette notion d'état de préparation psychologique. Alors, pour ça, faire un petit peu de conjoncture, alors les athlètes ayant une plus grande crainte, soit qu'elles puissent soient susceptibles d'avoir des niveaux d'activité plus faibles. Ils sont plus susceptibles si leur état de préparation psychologique est prêt. Et s'ils signalent qu'ils ont cette crainte, ils sont plus susceptibles de subir une deuxième blessure. Alors, on voulait voir si ces facteurs s'appliquent à la commotion parce que justement, il y a un lien entre la commotion et d'autres. Alors, on identifie aussi des écarts en matière de connaissances. Alors, il y a différents niveaux de crainte. Alors, il y a la commotion cérébrale récurrente, retour au sport, facteur émotionnel, peut s'améliorer pendant le rétablissement, mais ça ne semble pas influencer le retour au sport ou le moment de retour au sport. Alors, c'est une manière que les facteurs contextuels peuvent avoir un impact sur le retour au sport. Alors, il y a une étude qui a examiné la question de la confiance qui fait partie de notre ligne directrice. Alors, je voulais bâtir cette notion de crainte parce que c'est une construction multidimensionnelle qui peut en même temps accélérer et représenter un obstacle au retour du sport. Par exemple, la crainte de perdre le statut de joueur peut contribuer à le manque de signalement. Alors, on entend justement de la part de Nick, justement, qui a parlé de ce sujet. C'est comment on peut encourager le soutien des pairs dans le signalement des blessures. Alors, de l'autre côté du spring, les athlètes qui ont des craintes de se blesser à nouveau, on veut être capable de les offrir le soutien à travers les différents psychologues et craintes en baptisant leur confiance à travers des exercices, établissements d'objectifs, entre autres. Alors, dans le contexte de la commotion, il est important de comprendre et d'utiliser ces différentes mesures pour pouvoir informer notre prise de décision. Alors, si on regarde chaque de ces échelles, alors si l'on voit ici, alors l'échelle de tempo de la kinésiophobie et par la suite, le comportement et évitement de la peur après un traumatisme cérébral, les deux examinent la peur du mouvement. Alors, l'idée derrière cela, c'est que le mouvement qui induit de la douleur, qui peut être associé au sport ou à l'exercice,
Ça rime avec ces recommandations de clinique à limiter les sports en vue des symptômes dans le rétablissement d'une commotion. Et alors, ça veut dire, par exemple, la peur de mouvement, ça se peut que ça peut être utilisé au début pour nous aider à informer le rétablissement et la récupération. Mais de l'autre côté, cette risque de se blesser à nouveau est attaché à cette idée qu'une blessure qui pourrait avoir l'heure et les athlètes qui se sont rétablis et qui ont eu justement l'accord de leur médecin, ils vont se sentir mieux ils décident de retourner au sport. Alors, je croyais que ce titre de ce diapo vraiment met en lumière où on se trouve dans ce domaine et la quantité de recherches qui demeure à faire. Alors, aucune mesure d'évitement de la peur à la suite d'une commotion cérébrale ne peut être recommandée. L'essai systématique utilise les critères de Cosmin. Alors, il y a beaucoup qui nous reste à apprendre à propos de cela. Alors comment mesurer au mieux l'état de la préparation psychologique à la reprise du sport? Et quelle est l'association entre l'état de préparation psychologique et les mesures physiques de récupération, le retour au niveau de performance avant de la mesure, le risque de nouvelles blessures? Alors, le message que je vous laisse est la suivante. Les décisions actuelles en matière d'autorisation médicale donnent la priorité aux mesures physiques de la récupération. Cependant, les preuves suggèrent que divers facteurs psychosociaux influencent le retour au sport après une commotion cérébrale. Alors, j'espère que j'ai été capable de vraiment établir un point de départ pour faire progresser la précision clinique et les prédicteurs de recherche, mais je serais ravie de répondre à toute question que vous pourriez avoir. Merci beaucoup, Jackie. C'était super, c'était fort intéressant. J'aime beaucoup la, la- la thématique que j'entends et justement les différentes luttes auxquelles les athlètes font face. Alors, on a une super question qui vient juste d'être posée dans la boîte de questions-réponses. Alors, je vais vous demander directement ici. Est-ce que les psychologues et les préparateurs peuvent aider lorsque la crainte est un enjeu? Pour rebondir sur les propos de Roger et Nick, je pense que c'est vraiment important d'entamer une approche multidisciplinaire. C'est mieux que les entraîneurs, les athlètes, les psychologues, tout, tous ces spécialistes, experts peuvent travailler ensemble. Et je pense que ça commence à tous les différents niveaux. Alors, dans l'équipe, en train de normaliser la situation et que ça soit normal pour les athlètes de signaler si quelqu'un a besoin d'aide, il a besoin d'être référé, vraiment de travailler avec les autres médecins et spécialistes de santé. Alors, ça va rebondir sur une question qui a été posée plus tôt. Alors, selon votre recherche et vos expériences, est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a quelque chose que les parents ou un coach, par exemple, peut faire pour aider le rétablissement? Excellente question. Les connaissances jouent un rôle important et la raison pour laquelle que le CIRC est en train de faire un super beau travail, en train de souligner. Alors, les connaissances sont importantes. Alors, s'ils peuvent avoir accès à, à ces lignes directrices et voir qu'est-ce qui est normal et que la plupart des enfants sont capables de se rétablir suite à une commotion cérébrale. Alors, c'est normal d'avoir ces symptômes en continu. Oui, merci beaucoup. Alors, je pense on a encore du temps pour une autre question. Alors, au-delà des mesures que vous avez mentionnées, avez-vous des recommandations à faire aux entraîneurs, aux formateurs d'équipe pour déterminer si un joueur est psychologiquement prêt à reprendre le jeu? Ça, c'est une question assez complexe. Alors, c'est la raison pour laquelle on a besoin de faire plus de recherches. Il y avait une diapo qui avait présenté différentes mesures de résultats, mais lié à cette notion de soutien, un des enjeux, c'est qu'il n'y a pas de définition normalisée de l'état de préparation psychologique. Alors, comment on va mesurer quelque chose si on ne sait pas c'est quoi? Et à l'exception il n'y a rien qui a été validé parmi une population atteinte par commotion. Il y a le FAB-TB et il mesure le crainte, mais c'est plus pour justement ceux qui évitent la crainte. C'est pas la même chose qu'une blessure. Alors, il y a des échelles qui mesurent, par exemple, l'anxiété, la confiance. Encore, ça fait seulement parmi des populations orthopédiques. Alors, il y a
Il y a des mesures qui existent qui sont capables d'évaluer des concepts connexes, mais on ne sait pas exactement qu'est-ce que ça veut dire l'état de préparation psychologique. L'interprète présente ses excuses, l'intervenant, ça intercoupe. Alors, parce qu'il y a différentes conséquences. Alors, ça, c'est la prochaine étape, c'est définir c'est quoi exactement et comment on va le mesurer. Alors, si quelqu'un mal n'est pas prêt psychologiquement, est-ce que ça va avoir une incidence sur leur performance et sur la chance qu'ils se blessent à nouveau? Alors, merci beaucoup d'avoir partagé cela et on va continuer de voir les prochains renseignements qui vont découler de recherches. Alors, merci beaucoup pour votre présentation. Et un petit rappel à notre public, les diapos vont être disponibles sur le site web du Cirque. Alors, si vous n'êtes pas capable de visualiser tous les diapos, ils seront disponibles en ligne. Alors, merci beaucoup, Jackie, c'était fantastique.